y a de rares moments comme ça où après des dizaines et des dizaines d'essais, on propose enfin quelque chose de vraiment nouveau. On vit quand même aujourd'hui dans une époque où faire un choix intelligent, c'est choisir entre une Golf et un CB500. Alors oui, tu vas aller loin, tu vas aller très très loin, jusqu'au pays merveilleux de la dépression. Et puis une fois tous les 20 ans, il y a un constructeur qui se dit « Ah tiens Gérard, viens voir ici. Qu'est-ce que tu vois là? Là tu vois là? Il y a une cœur qui bat. Là tu vois, j'en ai marre de faire des motos qu'on a vues 100 fois. Et cette fois on va faire un truc bien. Ouais, on va faire un truc bien. Alors non, on va pas juste faire un essai de la nouvelle Katana. On va pas parler d'un truc tellement génial qui va guérir le cancer. On va pas non plus parler d'un truc débile comme avoir 200 chevaux sur une route limitée à 80. On va juste parler d'un truc dont tu te souviendras. Comme un bon Tarantino. Avant de commencer, on va juste faire un petit rappel historique pour les cancres au fond de la classe. Je te vois. La Katana originale est sortie en 1981 et a été dessinée par des Allemands. Eh ouais. L'appellation Katana, évidemment, c'est pas une surprise, ça fait référence aux origines de la marque. La fameuse lame des samouraïs japonais. En clair, ça se traduit par des lignes très tendues qui font penser à des coups de lame. Déjà à l'époque, ils sont partis d'une recette très simple et qui existe toujours, à savoir reprendre une base efficace et fiable, à laquelle ils ont modifié le moteur pour lui donner un peu plus de puissance. Ils ont également revu la partie cycle, ils ont rajouté une selle bicolore qui ressemble à un accessoire de jean, et ça a donné un truc bizarre, avec un comportement bizarre. La direction était trop dure, la suspension était trop rigide. Bref, 40 ans plus tard, Suzuki se décide enfin à écouter ses clients et à tenter une nouvelle moto. Et tant qu'à faire, surfer sur la vague néo-rétro, déjà bien dominée par deux motos, la Honda CB1000R d'un côté, et bien sûr la Kawa Z900 RS. Dans tous les cas, pas de panique, Suzuki comme les autres applique la bonne vieille recette, on va piocher dans le passé, et on le fait revivre en utilisant une partie ici qui existe déjà, celle de la GSX-R, et tant qu'à faire on utilise un bon moteur, celui du GSX-R, et voilà! Pour ma part, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le staff de Suzuki France lors de la soirée d'inauguration de la moto. J'ai pu leur poser plein de questions et répondre à l'essentiel, à savoir qu'est-ce qu'elle a de plus que la GSX-S 1000, pour qui est réellement destinée cette moto, et quels sont ses vrais défauts. Allez, on fait le tour de la moto. Bon, je vais casser le suspense tout de suite, hein, mais pour moi, c'est une gifle. Autant en gris, il me manquait quelque chose, autant là en noir. Je suis désolé, mais c'est la moto de Batman. Là, rien qu'en faisant le tour, on sent quand même un sacré bond au niveau de la qualité perçue. En tout cas, de loin, il n'y a rien qui choque. À part peut-être cette petite soudure là. Bon, on sait que chez Suzuki, c'est pas leur fort, hein, mais l'avantage du noir, c'est que ça pardonne quand même beaucoup de choses. Pourtant, ce châssis, il est vraiment pas mal. Alors évidemment, sans parler de la boucle arrière, il faut savoir que ce châssis principal est celui d'un GSX-R. Je vous en reparlerai lors de l'essai routier. Le moteur est aussi un moteur de GSX-R 1000. On a un 4 cylindres de 150 chevaux. C'est celui de la GSX-R, la K5, qui a été fabriquée entre 2005 et 2008. 108 Nm de couple, je vais y arriver. L'avantage principal de ce moteur, c'est qu'il a un alésage avec une course longue. Ce qui veut dire que le moteur est plus rond. Et c'est justement ça que Suzuki va exploiter pour le rendre encore plus rond. En clair, ils ont revu l'injection pour la rendre moins gourmande et rendre le moteur plus plein. On a de meilleures reprises à bas et à mi-régime et accessoirement gagner en autonomie. Bon, d'ailleurs, ça on va en reparler parce que là on a comme un problème. Pour ce qui est du poids, on a quand même 215 kg, ce qui est 5 kg de plus que la GSX-S 1000 normale. Bref, on verra ce que ça donne à l'essai routier. Alors par contre, ça, vous voyez, c'est pas terrible le démarreur qui dépasse. Le jour où tu tombes, t'es mal. L'arrière est vraiment réussi, j'aime beaucoup ce feu là à LED. Avec ces petits chevrons, on a enfin une signature visuelle. Moi depuis mon vieux Suzuki SV de 2005, bah, j'ai jamais rien retrouvé de sympa. Je serais curieux de savoir à quoi correspondent ces petits chevrons, c'est peut-être juste un effet de style. En tout cas c'est toujours mieux que la Katana de l'époque, avec son gros carré. Alors par contre les repose-pieds, je sais pas si vous voyez derrière, mais à l'intérieur ils sont creux. On dirait une pièce de maquette. Ça fait un peu cheap, je vous cache pas. Bon après ça a l'air costaud hein. Le support de plaque, parlons-en. Je sais pas si vous voyez, mais il est fixé que d'un côté. Il y en a beaucoup qui aiment pas. Qui préféraient l'attacher sous le phare justement. Alors moi à ces gens-là j'ai envie de leur dire arrêtez de vous plaindre que Suzuki fait rien de sympa. Pour une fois qu'ils vont au bout de quelque chose, adhérez au projet en général, sinon achetez-vous un bandit. Moi perso ça me fait penser à la Diavel. Et si vraiment ça vous dérange, vous voyez dessous, je crois qu'ils ont prévu des fixations. Je sais pas ce qu'il y a derrière cette plaque, mais on le saura bien assez tôt. Allez va, je mets faux au suspense. Voilà la face avant, la plus belle pièce de cette moto.
avec ce feu carré là qui rappelle évidemment son illustre ancêtre. Entièrement à LED avec les petits codes sur les côtés. On a évidemment des clignotants à LED. Les clignotants à l'arrière sont aussi à LED. Voilà, ça y est, on y est. Suzuki enfin en 2019, on est dans le futur là. En même temps, les concurrentes étaient équipées, il fallait bien s'y mettre. Hein. Quand on s'approche un peu plus, on voit là ces formes de lames. Au prolongement des codes, ah, c'est vraiment réussi. Le petit logo Katana, ah, c'est bien fait. Hein. Pour ce qui est de la suspension à l'avant, on a une fourche inversée Kayaba de 43 mm, réglable s'il vous plaît. Pour le freinage, on a les étriers Brembo qui mordent très très fort. Je vous en reparlerai à l'essai. Et en option, on peut les avoir rouges. D'ailleurs, il y a toute une flopée d'options, notamment graphiques. Le rouge, c'est le Spar. Les jantes sont bien dessinées, j'aime beaucoup. L'amortisseur à l'arrière est de la même marque. Ils ont fait en sorte que les rainures ressemblent à des coups de sabre. Bon, pourquoi pas, honnêtement, tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas vu. Là, pareil, hein, pour la tenue de route, je vous en reparlerai. La selle biplace, là encore un clin d'œil au passé, avec le petit rappel de couleur, qui est quand même de meilleur goût que l'époque. Faut quand même savoir qu'elle est 10 mm plus haute que la GSX-S 1000. Avec mes 1m81, j'avoue que j'ai été agréablement surpris par la hauteur. L'assise à l'entrejambe n'est pas excessive, c'est pas gênant. En tout cas, les petits gabarits n'auront pas de problème. Parlons de choses qui fâchent, le réservoir, 12 litres. J'appelle pas ça un réservoir, j'appelle ça une gourde. Alors oui, le dessin est très travaillé, c'est magnifique. D'ailleurs, j'aime beaucoup ces petits stickers rouges là. Mais le staff de Suzuki m'a confirmé une autonomie entre 130, 150 km, voire même 180 si on roule comme un papy. Ils ont même insisté sur le fait que les motards français étaient des petits rouleurs. Dans la majorité, on fait moins de 3000 km par an. Pour moi, c'est pas un argument, parce que les 3000 km, on peut les faire rapidement. Et dans tous les cas, la moindre balade va siphonner ton réservoir. Fin du débat. On passe maintenant au poste de pilotage avec ce T supérieur de fourche que je trouve magnifique, siglé Katana. En alu brossé s'il vous plaît. Fini les vis apparentes. Juste un petit détail, vous allez dire je suis un pinailleur, mais un embrayage à câble. Sur une moto comme ça, c'est comme une paire de Air Max mais avec des scratchs. Ça n'a rien à faire là, c'est pas lui faire honneur. C'est peut-être plus économique, mais là encore par rapport aux concurrents, bah, ça fait un peu tâche. Pareil le rétro franchement... Bon, c'est fonctionnel mais on peut pas dire que ce soit une pièce d'ornement. On passe maintenant à un des éléments les plus beaux de la moto, son écran. Voilà les gars, là vous avez compris. On a un dessin qui fait très années 80, moi j'aime beaucoup. Évidemment c'est pas le summum de la haute définition, mais l'essentiel y est. D'ailleurs on dit merci à la GSX-R qui a fait don d'organes. Dans le détail on a le tachymètre, le compte-tours, l'odomètre, deux tri partiels, un chronomètre, un indicateur de rapport engagé, la température d'eau, l'autonomie restante, la jauge de carburant, la conso moyenne, l'instantané, l'horloge, la tension de batterie, le mode du système anti-patinage, qui se déconnecte au guidon d'ailleurs, c'est cool. Bref, l'écran est sympa et ça fait un petit clin d'œil à la vieille Katana qui avait aussi un tableau de bord un peu atypique. Pour ce qui est de l'échappement, on a un élément hyper discret, seulement par le look, parce que croyez-moi pour le bruit, il y a largement ce qu'il faut. D'ailleurs, je vais vous le faire écouter de ce pas, grâce au magnifique bouton Easy Start, qui permet de démarrer la moto juste en appuyant. C'est un système incroyable. Pas mal, hein? Allez, on est parti. Déjà, premier truc qui saute aux yeux, c'est la position de conduite. Je fais 1m81 et pour une fois, je monte sur un roadster, j'ai pas l'impression d'être un crapaud sur une boîte d'allumettes. On a du coffre, on sent bien le couple. Bon, je vais pas vous faire le mec surpris, hein. Le moteur, on le connaît, le K5 de 2005, là c'est un moteur qui a presque 15 ans, qui a été largement éprouvé, qui d'ailleurs a été choisi pour ses grandes qualités de moteur polyvalent. On l'aime pour le couple. Mais écoutez-moi ce son. Sans déconner, je sais même pas comment ils ont réussi à homologuer un truc pareil.
C'est vraiment une bonne surprise parce que d'habitude on a un son un peu étouffé, un norme Euro 4 oblige. Mais là c'est du bon gros Barry White. On a du grave, on a du rock, ça résonne bien dans le casque. C'est pas agressif, hein, attention, c'est parfait. Bravo. Alors pour revenir à la position de conduite, bon bah ça n'a rien à voir avec la GSX-S, on est quand même plus à la cool. Il faut dire que le guidon plus large il aide bien aussi. Avec la hauteur de selle, on a vraiment cette impression de dominer la route. On a l'écran qui est positionné très bas. Bon bah du coup ça me fait voir les magnifiques rétroviseurs. Puis cette poignée d'embrayage à câble, même pas réglable, on a juste la petite molette, le petit boulon de serrage. C'est dommage, c'est du chipotage, hein, c'est couillon, mais c'est comme ça. En tout cas la poignée de frein est réglable. L'assise c'est pas trop ferme. Pourtant je le dis assez souvent, avec mon cul de crevette, je suis plutôt sensible sur la question. D'ailleurs pour ce qui est de la position des mains sur le guidon, on n'a pas les poignets cassés. Alors par contre dans la rubrique confort, pour celui qui est derrière je sais pas ce que ça peut donner. D'autant que j'ai pas vu de poignée de maintien. À mon avis c'est pas prévu pour. En même temps, comme je le disais tout à l'heure, vu l'autonomie ridicule, ça donne pas envie d'emmener madame faire une grosse balade. Puis il faudrait pas sacrifier le style de la moto. Je pense que c'est surtout ça d'ailleurs. Il n'y a pas d'à-coup, c'est vrai que la GSX-S 1000 a été largement critiquée pour ça. Là en tout cas, ça a été bien corrigé. Derrière, il paraît que la course de l'accélérateur a été retravaillée par Suzuki pour essayer de gommer cet effet secousse. Ils ont même été jusqu'à me dire que c'était la faute de la norme Euro 4. Bon. Ce qui est bien avec ce vieux moteur, globalement la puissance est entre 4 et 8 tours. Tu n'as pas besoin de taper très très haut dans les tours. Et finalement tu as largement ce qu'il faut pour doubler sans te faire sauter le permis. D'ailleurs tu pourrais juste doubler sur le couple, ça irait très bien. On va tester un petit peu les freins. Ah ouais. Bon alors les freins, je vous le dis tout de suite, ça me rappelle la Z1000R que j'ai essayé il y a quelques vidéos. Les fameux Brembo à fixation radiale, là c'est du gros mordant. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va faire un soleil avec. Ça mord très fort mais c'est très progressif. On peut dire merci aussi à la fourche Kayaba. On n'a pas le nez dans le goudron non plus, hein, donc elle fait le boulot aussi. En tout cas pour de la conduite en ville, je suis agréablement surpris. Ça passe tout seul, on a un très bon équilibre. Alors d'ailleurs je voulais faire un petit mot sur la suspension. Très franchement, bon, je pense que je suis pas le seul, mais j'irai pas trifouiller les réglages. Alors certes, la fourche à l'avant est réglable dans tous les sens, mais j'irai pas foutre les doigts. Comme dit le proverbe, bouton inconnu touche à ton cul. En tout cas là ça va très bien. C'est pas trop ferme. On retrouve évidemment les qualités de la GSX-S, on va pas mentir. Alors vous voyez là la route est pourrie et pourtant bah je suis pas secoué dans tous les sens. Encore une fois, je vais pas aller trifouiller les réglages de la fourche. Très bien. En tout cas pour de la conduite en ville, je suis agréablement surpris. Chez Suzuki on m'avait dit que a priori c'était pas une moto faite pour. Mais bon je me dis avec 150 km d'autonomie, en même temps à part aller bosser avec et faire éventuellement un petit crochet quelque part, il y a quand même de fortes chances que je me retrouve en ville. Bah finalement elle se mène bien, elle est souple. L'angle de braquage n'est pas extraordinaire mais c'est étonnant, on n'a pas besoin de la pousser. Pourtant elle fait quand même 215 kg, on a quand même un gros boudin à l'arrière. 190. En tout cas par rapport à la GSX-S on a vraiment un feeling complètement différent. Alors c'est vrai que le grand guidon doit y aider mais vraiment on est connecté au train avant. Ça inspire confiance assez rapidement. Pour le coup les pneus là, les fameux Dunlop Road Sport 2, étonnamment c'est des pneus qui donnent vachement confiance. Pourtant c'est pas faute d'essayer des motos neuves régulièrement. Trop neuves peut-être. On a souvent des pneus encore pleins de paraffine. Et là pourtant elle a deux balades à tout péter au compteur.
On a tout de suite envie d'attaquer. Bon, on va rentrer, on va faire un petit bout de rocade, ça va nous permettre de tester un peu ce qu'elle vaut à haute vitesse. Ouais, ça tire fort. On sent le couple là, il est toujours présent. Ça monte en régime, mais c'est pas explosif. On n'est pas non plus dans le moteur linéaire façon Honda, attention, rien à voir. Non, c'est bien dosé, c'est un moteur plein. En plus, le bruit, sans déconner, c'est... Rien que ça, le look et la position de conduite, pour moi, voilà, on a quelque chose de particulier. Moi perso, je m'en souviendrai. Là, j'ai une moto qui sort du lot. C'est tout. Après, on aime pas, mais en tout cas, elle sort du lot. Point barre. En tout cas, moi, elle me plaît. Voilà. On n'a pas spécialement d'électronique, à la limite, on s'en fout. Bon, évidemment, il y a le traction control, l'ABS, mais des trucs de base hein, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en intro, quand je disais on va pas parler d'un truc débile comme avoir 200 chevaux sur une route à 80. Ils l'ont fait pour ça, ils ont fait une moto qui est cohérente avec son environnement. On a un moteur qui est exploitable. Là où une sportive, je pense, s'emmerderait royalement. Puis même si on n'a pas la moto la plus performante du monde, la plus puissante du monde ou avec le plus d'électronique qui existe, on s'en fout parce qu'on n'est pas des robots. Au fond, pour apprécier tout ça, il faudrait avoir un circuit, tout simplement. Là, on parle de sensation, on parle de plaisir, on parle pas de chiffres. Là encore, Dixit l'intro, il y a un cœur qui bat sous la chemise. Voilà. Le reste, on s'en fout. Pourtant, la moto, la Katana première du nom, en tout cas, je la connais pas. Hein. Je veux dire, c'est une moto qui est sortie, j'étais même pas né. Très franchement, avec ces guidons bracelets dégueulasses, je vous avoue que elle m'a jamais fait rêver. D'ailleurs, ils en ont pas mis, hein, ils ont bien fait. Sage décision. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être un vieux pour apprécier cette moto. Pas besoin de jouer la nostalgie, en tout cas, je pense que la cible est un petit peu plus large que ça. Le compteur est tellement bas que finalement j'ai pas spécialement l'occasion de le regarder. Bon, faut dire avec le soleil on voit pas très bien, je pense que ça s'appréciera un peu plus de nuit. Voilà, c'est tout pour l'essai de cette nouvelle Katana 2019. Ce que je peux dire en conclusion, c'est que ça reste une moto coup de cœur. C'est une moto qui reste efficace, comme la GSX-S, avec un moteur puissant, comme la GSX-S, et qui est hyper dynamique, oui, comme la GSX-S. Alors oui, effectivement, elle coûte quand même 1000 € de plus que la GSX-S 1000. On achète cette moto pour le look, pour l'émotion qu'elle procure, pour la nostalgie, ce que vous voulez. Comme ses concurrentes, elle partait sur une base en béton armé dans tous les cas. Le petit plus qu'a apporté Suzuki, c'est cette montée en gamme, qui certes n'est pas encore au niveau de ses concurrentes. Je pense aux soudures, je pense aux options, je pense à l'électronique assez basique. Moi personnellement, je m'en fous, hein, mais... Son autonomie n'est pas suffisante. Même si les statistiques prouvent qu'on n'est pas des gros rouleurs, je suis désolé, la moindre petite balade, ton plein il y passe largement. Mais finalement, est-ce qu'elle justifie les 1000 € de plus que la GSX-S de base? Pour moi, oui, évidemment. Je pense qu'elle trouvera naturellement sa place entre la Kawa et la Honda. Elle est annoncée à presque 13 700 €, ce qui est un petit peu plus cher que les deux autres. Au vu de ses quelques défauts, il aurait été peut-être pertinent de la classer un petit peu en dessous au niveau prix. J'espère en tout cas que mon ressenti vous aura été utile. N'hésitez pas à apporter d'autres détails en commentaire ou à corriger une connerie ou deux que j'aurais pu sortir. Je tiens à adresser un grand merci à la concession Amétis qui s'est littéralement pliée en 4 pour que je puisse réaliser cet essai dans ces conditions. La chaîne progresse beaucoup grâce à votre soutien, pensez à partager, à liker et à vous abonner, mais oui. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur Motors & Co.